longue détente au démarrage de ce journal, mais ça y est, c'est réglé, les soucis sont réglés. Merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres. L'Assemblée nationale a ouvert ce matin les travaux de sa deuxième session ordinaire de 2024. Au cœur de cette session, des enjeux budgétaires, politiques et sociaux cruciaux pour l'avenir du pays. Après la mise en route du grand programme PAPC dédié à l'assainissement des grandes villes face à l'inondation, c'est au tour des villes secondaires. Porto Novo, Ouidah, Boycon et Abomey. Le programme a démarré lundi dernier. 2026 au Bénin, année multi-électorale par excellence, une première. En attendant l'échéance, le dossier du jour analyse l'évolution des processus électoraux au fil des mandats. À nouveau, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité qui reçoit un invité. L'invité du 20h, c'est un spécialiste en intelligence artificielle. Il a un talent protéiforme. Il est aussi mathématicien, ingénieur des mines, boursier de la Fondation Odon Valley. Monsieur Espérant Padonou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sounovo. Vous êtes le directeur de la Fondation Vallée qui porte le nom de son fondateur, un universitaire humaniste qui dévoue sa vie et sa fortune, un héritage reçu à forger la formation et l'avenir de jeunes Béninois. Ça fait 25 ans qu'il s'attelle à cette œuvre d'humanitarisme éducatif. On va en parler dans le courant de ce journal. Merci de rester avec nous. Merci. Merci. Comme je l'ai annoncé en titre, l'Assemblée nationale a ouvert ce jeudi matin les travaux de sa deuxième session ordinaire de l'année 2024, une session importante consacrée à des enjeux budgétaires et législatifs cruciaux pour l'avenir du pays. Cette session budgétaire s'annonce intense et décisive. Benjamin Denayon, Wenceslao Tarmoïmon et Ulvaïs Balgou ont suivi de près le lancement de la session à Porto Novo. C'est un rendez-vous majeur de la vie législative. L'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale consacre le respect d'une tradition républicaine. Revue de troupes. Salut du drapeau national, suivi de l'hymne national. Ici, tout est réglé comme du papier à musique. L'agenda de cette session ordinaire est chargé. Le projet de loi de finances pour l'année 2025 est en tête des priorités. Dans ces grandes lignes, le projet de budget de l'État pour la gestion 2025 soumis à notre appréciation s'établit à 3 551 milliards de francs, donc en hausse de 11% par rapport à 2024 et tutoie une croissance de 6,8 en lien avec les performances attendues dans le secteur agricole et l'expansion du tissu industriel, le secteur portuaire et le tourisme. Outre les questions budgétaires, d'autres réformes législatives sont attendues. À l'ordre du jour de la présente session qui, comme à l'accoutumée, démarrera ses travaux proprement dit par la présentation de mon rapport d'activité pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024. Il a également inscrit l'examen et le vote de 12 autres projets de loi ainsi que de 4 propositions de loi qui, dans le cadre de la poursuite des réformes engagées par le gouvernement, contribueront à moderniser les outils de gestion de notre État ou améliorer le fonctionnement de certaines institutions. Il reste alors à la représentation nationale de jouer sa partition en faisant usage de son droit d'amendement en suivant le mécanisme que nous avons mis en place ensemble et qui a fait ses preuves en termes de célérité et d'efficience. Dans un contexte marqué par des enjeux budgétaires et législatifs cruciaux pour l'avenir du Bénin, ces parlementaires sont appelés à tracer la voie pour une meilleure gestion des ressources publiques.
Et puis au-delà des discussions budgétaires en vue, l'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale a été une occasion pour son président de revenir sur la crise qui mine les rapports entre les parlementaires, des rapports souvent tendus. Le discours solennel de Louis-Yves Lavonu s'en est fait l'écho. On l'écoute ici au micro de Ulvaeus Balogun. Qu'elle soit collective ou individuelle, familiale ou érigée en argument politique, la haine est partout présente au cœur de nos vies. Haine de l'autre différent, haine de celui qui me fait de l'ombre, haine de soi. La haine fait penser aussi à une histoire de menace. La menace que représente l'autre pour ma propre survie. La haine est l'expression ultime d'un narcissisme menacé. Plus nous nous sentons menacés, plus nous allons être menaçants pour l'objet qui nous menace. Avoir besoin de l'autre nous fait prendre conscience du pouvoir que l'autre a de ce fait sur nous. La haine est ainsi inséparable de la souffrance. Dans un déterminisme circulaire où la souffrance devient cause de la haine et la haine cause de la souffrance, nous sommes là devant un abîme. Celui où le cœur de l'homme en mal de relation d'amour ne peut que hurler sa souffrance dans une violence destructive envers l'autre, envers lui-même. Et face à la haine, je propose l'amour. Car l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de la rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai et ce qui est bon pour l'autre. Voilà donc pour le discours, l'interpellation de Louis-Yves Lavonu aux accents d'homélie et de philosophie humaniste. Certains députés ont saisi l'enjeu, on les écoute. Ce qui est important qu'il faut retenir de ce discours, c'est l'état d'esprit, les attentes que le gouvernement et le Bénin manifestent vis-à-vis des députés pour qu'ils contribuent à continuer à jouer leur rôle d'élaboration de lois, il a parlé des lois, de contrôle de l'action gouvernementale, il en a parlé, d'explication au peuple de ces lois et aussi de contribuer à voter le budget. Il a salué le travail intensif effectué par les députés. Même pendant les vacances, on a été sollicité, que ce soit pour les séminaires, pour les ateliers, les séminaires d'imprégnation, pour les nouveaux projets de loi qui seront étudiés bientôt. Et je pense que la session d'octobre qui s'ouvre maintenant va se terminer par le vote du budget général de l'État gestion 2025. Je pense qu'au cours donc, des travaux, on essaiera de faire passer donc, les aspirations donc, de nos couches, surtout les plus vulnérables. C'est surtout ça. Et faire du social à travers ce budget. La loi des finances 2025 que nous voulons voter, qui déjà n'apporte pas d'autres mesures coercitives relatives donc, au panier de la ménagère. Et ce budget qu'on veut voter, je pense que nous allons le voter au profit du développement du Bénin, au profit du bien-être du peuple béninois. Le peuple béninois peut espérer de nous des députés qui vont toujours œuvrer dans la droite ligne, qui obligent les gouvernants à travailler pour le développement et le rayonnement de notre cher et beau pays. Au-delà de ces déclarations recueillies par notre reporter Ulvaeus Balogun, nos reporters Nathalie Doris Olabi et Michel Legbe ont tendu aussi le micro à d'autres députés qui se sont exprimés sur la portée, la trame du discours général du président de l'Assemblée nationale. On les écoute. J'ai le sentiment quand même que c'est l'un des discours les plus sages. C'est-à-dire un discours très philosophique, un discours très important et très profond, parce que quand c'est philosophique, ça regarde nos sentiments, ça regarde nos attitudes, nos comportements. En tout cas, dans ce discours, le président a essayé de dire ce qui est aussi notre peur, ce que nous attendons dans ce pays et le devoir que nous avons de nous éloigner de la haine pour cultiver l'amour. C'est l'appel à tous les Béninois, à tous les députés en particulier, à un comportement qui devrait nous permettre de conduire cet État
selon les aspirations profondes de notre peuple. D'abord, j'ai été très émerveillée par le discours fait par le président de l'Assemblée nationale. J'ai été particulièrement touchée par le fait que déjà à l'entrée, les membres du gouvernement ont pris en compte les doléances des populations suite à la reddition de comptes. Ça, c'est un élément fort à saluer. J'ai également noté que le budget contient à 41,5% les dépenses à caractère d'impact social. Et ceci est vraiment à saluer. Et on a également noté une hausse du budget de 11%. Et donc, ça voudra dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts de la part du gouvernement en termes de mobilisation de ressources et en termes d'écoute des populations pour la prise en compte de leurs desiderata. Le président de l'Assemblée, qui vraiment dans une émotion, a appelé, n'est-ce pas, les uns et les autres à faire preuve de tolérance, parce que je pense que c'est ce que j'ai retenu. Il a dénoncé la haine qui est partout dans les cœurs et il a fait allusion à la Bible qui recommande le pardon et l'amour. Et dans le même sens, dans la même lancée, j'appelle toute la nation, tous nos compatriotes à faire vraiment preuve de tolérance. C'est ensemble que nous allons construire la nation. On a aujourd'hui l'impression qu'il y a un problème entre les politiques et la population. Il faut qu'on se préoccupe réellement des problèmes des populations. Ça me fait mal qu'on parle encore du coup d'État, C'est mauvais. Il faut qu'on combatte les coups d'État, mais également au même moment, il faut que le jeu démocratique soit ouvert. On vient de commencer une session budgétaire. Je prie de toutes mes forces que à la fin, dans le budget qu'on aura à voter, qu'on me dise qu'il y a maintenant gratuité de la dialyse. Il y a gratuité de la dialyse. Et c'est vraiment important pour moi. Et je vais demander à ce que mes députés, mes collègues m'accompagnent. J'ai apprécié le discours à sa juste valeur. Il a retracé le travail abattu par les parlementaires avant les vacances. Il a encore précisé qu'au cours des vacances, il ne cesse de nous appeler, soit pour les ateliers, soit pour les séminaires d'imprégnation, parce que autant que nous sommes avant les votes, lorsque nous obtenons du gouvernement les projets de loi, nous sommes tenus donc de nous imprégner du contenu de la loi. On va se pencher à présent sur un chantier de gouvernement qui va contribuer au renforcement de la résilience climatique par des travaux censés contenir les affres des inondations dans nos villes. Après le PAPC déployé à Cotonou, place au programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. Les bénéficiaires, Porto Novo, Ouida, Boikon et Abomey. Écho du lancement avec Alexis Segbemon et Alexandra Djotan. Porto Novo, Ouida, Boikon et Abomey s'illustrent au rang des villes confrontées à des difficultés d'assainissement, dont l'une des causes est liée au degré d'urbanisation. Le problème de gestion des eaux pluviales est aussi observé, avec à la clé des épisodes d'inondation ces dernières années. Grâce au programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, la situation connaîtra bientôt une amélioration. Il prévoit fondamentalement la construction de 43 km de collecteurs primaires et secondaires, et de 31 km de voiries bitumées ou pavées. Au titre des autres composantes d'accompagnement prévues, je voudrais citer la construction de modules de classe, de clôtures d'écoles et d'autres centres publics, de blocs sanitaires modernes, de logements pour sages-femmes. C'est une initiative du gouvernement béninois financée par la Banque africaine de développement pour environ 108 milliards de francs CFA. Grâce au PAPVS, les 4 communes ciblées verront leur capacité à anticiper et à gérer les risques d'inondation renforcés. Ce programme vise, à notre sens, l'amélioration de la gestion des eaux pluviales d'une part et la révision de nos politiques d'aménagement urbain en matière de stratégie durable capable de renforcer la résilience de nos villes face aux aléas climatiques. Le lancement de ce programme arrive à point nommé car il vient compléter et renforcer le dispositif des initiatives déployées, notamment à travers les projets asphaltage et programmes d'assainissement pluvial dans la ville de Cotonou. La réalisation du programme d'assainissement pluvial des villes secondaires va à terme donner naissance à des villes assainies et résilientes.
Et pendant ce temps, les grands chantiers routiers se poursuivent dans la phase 2 du PAG, programme d'action du gouvernement. Les grands travaux d'aménagement et de bitumage de la route Pénésoulou à Lédio-Séméret dans les communes de Basila et de Waké ont démarré en trombe. C'est ce que nous rapportent ici Nestor Sela et Alexis Assoba. Le bitumage de la route de la paix Pénésoulou à Lédio-Séméret prend déjà corps. Un projet entièrement financé par le budget national. Le président Patrice Talon et son gouvernement réalisent ainsi un vœu cher aux populations de la commune de Basila et de Waké. La construction de la voie de paix que le président, son excellence Patrice Talon, est venu baptiser est devenue une réalité. Les gros travaux ont déjà commencé. Surtout moi qui suis régulièrement sur la voie, je fais chaque jour 13 km sur la voie. Vraiment, c'est devenu vraiment une réalité. Et si bien que pour les premiers travaux, les parents ont été dociles et ont exécuté tout ce qu'on leur a dit pour permettre à ce que les travaux se fassent très bien. Un grand merci pour ce qu'il a fait. C'est une fierté parce que cette voie, on l'a attendue depuis des décennies. Et ce n'est qu'à l'arrivée de son Excellence, le président Patrice Talon, que nous avons eu la promesse. Aujourd'hui, cette promesse est une réalité. La manière dont on veut nous réparer la voie, on est satisfait parce que c'est une voie qui, au temps de la saison pluvieuse, c'est impraticable. Il faut aller passer vers Bodi pour les véhicules avant d'aller à Léo marché. Mais pour cette fois, comme on veut nous faire le goudron, on remercie le gouvernement. Et on souhaite au gouvernement, comme ils ont déjà commencé, que le bon Dieu les aide pour qu'ils finissent la voie. L'entreprise QGMI, à charge des travaux, procède ici au dégagement d'emprise. Un peu plus loin, les travaux de Dalu en terre chaussée et les agents de laboratoire pour un ouvrage de qualité s'activent sur le terrain. Une fois bitumée, cette route-là va impacter sérieusement la vie des populations des différentes localités. Lorsque je prends le cas de la sécurité au niveau de la rivière Kara, pour la petite histoire, cette année, c'est deux âmes qui sont parties dans cette rivière-là. Donc, ne serait-ce que les ponts qui vont se réaliser avant même de parler du bitumage, nous sommes déjà soulagés. C'est la voie par laquelle nos frères de Basila et du Togo voisin rallient le marché Kaswala. Donc, si cette voie-là vit, ce que ça va donner encore un tonus à ce marché international, en plus des autres marchés locaux. Les populations espèrent en ce projet d'aménagement et de bitumage un levier pour le développement des activités agricoles des localités impactées, tout en faisant d'autres doléances. Je voudrais, si c'est possible, que la bretelle Pénélan frontière Togo puisse être prise en compte. L'autre attente que nous avons à l'endroit du président Talon et du ministre d'État ABT, que nous remercions au passage, c'est la prise en compte de la bretelle Séméret Centre sortie Togo. Elle n'est longue que de 2 km, 3 km. La voie de la paix vient toucher la voie inter-État ici. Il faut vraiment un grand carrefour. Et on pense que le président, comme c'est un homme d'action, il va le faire pour que vraiment ça soit un grand carrefour. 24 mois, c'est le délai d'exécution des travaux. Et l'entreprise QGMI et la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA, travaillent en synergie d'action pour livrer à terme une infrastructure moderne. Toujours sur les chantiers d'infrastructure de gouvernement, notamment ceux dédiés à l'amélioration du cadre de vie, il a été décidé en Conseil des ministres du 9 octobre dernier de lancer le contrat d'exécution du projet du centre de transfert des déchets solides ménagers. Arnaud Adadia met ici en lumière la portée de cette décision dans un sujet présenté par Brice Menaï. Depuis 2016, le Bénin s'emploie à moderniser la gestion des déchets solides ménagers dans ces grandes villes. C'est une politique d'amélioration du milieu de vie des Béninois qui a pour finalité le changement de la physionomie des villes. Contractualisation dans le cadre du projet de construction d'un centre de transfert de déchets solides ménagers à Kogbato, à Cotonou. Le dit centre est un sous-projet du programme d'assainissement pluvial de la ville dont l'exécution nécessite la réalisation d'une mission complète d'avant-projet sommaire, d'avant-projet détaillé, d'élaboration du dossier d'appel d'offres ainsi que du contrôle et de la supervision des travaux de sa construction
compte non tenu de la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social. En marquant son accord pour la contractualisation irrelative, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, de veiller à la bonne exécution du cahier des charges. La bonne santé des populations préoccupe ainsi l'État béninois. C'est d'ailleurs cette raison qui pousse l'État à travailler à la réduction des inondations à travers le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC. On va parler à présent d'eau potable pour tous les Béninois d'ici 2025. Le gouvernement en fait son cheval de bataille. Plusieurs projets ont vu le jour dans ce sens, dans le projet eau potable pour école à cantine PEPC. Dans sa phase 2, ce programme permet de desservir les écoles à cantine du Bénin. Dans le département du Mono, le lycée technique et professionnel de Beauport en a bénéficié. Simon Villon et Blaise Adampo en témoignent. Ils ont beau disposer du lac à aimer, ces riverains ont du mal à étancher leur soif. C'est bien le cas des usagers du lycée technique et professionnel de Bopa. L'accès à l'eau potable ici, juste un casse-tête. L'eau, c'est source de vie, dit-on. Par le passé, ça a été très difficile. Ce dilemme est désormais de l'histoire ancienne grâce à un partenariat opérationnel mis en œuvre par le gouvernement. Un partenariat entre l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable ANAEPMR et l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation. Le lycée était confronté à un problème de manque d'eau, ce qui ralentissait les activités académiques et ne permettait pas vraiment le bon fonctionnement de tous les ateliers du lycée. Et c'est après cette requête que l'agence a dû installer ce système. Les apprenants de ce lieu d'éducation peuvent respirer. Leur école est désormais desservie en eau potable. Les ateliers ont à présent de quoi fonctionner, notamment pour les travaux pratiques. Aujourd'hui, ça rentre dans l'histoire. Ouvrir le robinet et trouver de l'eau, alimenter les ateliers et les blocs, c'est vraiment un grand soulagement. Tu peux te lever et ne plus commencer par réfléchir pour dire où est-ce que je vais trouver de l'eau. Tu te lèves, tu peux aller ouvrir ton robinet et tu trouves facilement de l'eau. C'est déjà un grand pas. Le dispositif hydraulique installé est spécifique aux autres postes d'eau autonomes du projet eau potable pour école à cantine PEPEC. On avait un réseau d'adduction d'eau villageoise qui existait dans la localité de Poussotomé. Le réseau est déjà saturé, on ne peut plus brancher des gens dessus. Il a fallu qu'on puisse renforcer la capacité du réseau. Donc ce qui a fait que la pompe, l'ancienne pompe qui débitait autour de 10 mètres cubes d'exploitation par heure, a été changée en une nouvelle pompe plus performante de 16 mètres cubes. Donc, la pression qui va permettre d'alimenter le lycée de manière gravitaire n'existait pas. On était obligé de construire une bâche de collecte et de reprise d'eau. Donc la bâche a une capacité de 45 mètres cubes. Et dans la bâche, on a installé maintenant le kit qui est propre au projet, où on a une pompe solaire, on a les panneaux solaires, on a le réservoir qui est un réservoir de 8 mètres cubes et qui est monté sur un support de 6 mètres de hauteur. L'eau potable ne sera plus une denrée rare au lycée technique et professionnel de Bopa. Reste à faire un bon usage de ce joyau réalisé sur budget national. Très beau reportage de Blaise Adampo. Nous recevons à présent notre invité, Espérant Padonou, directeur de la Fondation Odon Vallée, qui a consacré déjà 25 ans de son œuvre humanitaire au service de la formation de plusieurs centaines de jeunes béninois, des jeunes qui ont été formés dans quel type de formation, envoyés vers quels horizons et que sont-ils devenus aujourd'hui? Oui, permettez-moi d'abord, bonsoir, permettez-moi de faire quelques rectifications. Le nom de la fondation, c'est Fondation Vallée, comme la famille Vallée, et non Odon Vallée, comme la personne. Et le professeur Odon Vallée tient souvent à dire que l'histoire de la fondation a commencé par son père, qui lui a légué un héritage, ayant permis d'accomplir toutes ses œuvres aujourd'hui. Alors la Fondation Vallée est un organisme d'utilité publique français, mais qui intervient dans 3 pays, la France, le Bénin et le Vietnam. Et à travers cette fondation, le Bénin brille sur la scène internationale.
C'est une fondation qui accorde des bourses d'études au Bénin sans distinction de filière, en se basant sur les résultats aux examens nationaux, CEP, BEPC et BAC. Et tant que les étudiants passent en classe supérieure, leur bourse d'études est renouvelée jusqu'à l'obtention de leur premier diplôme universitaire. Ça a été votre cas? Ça a été mon cas. Vous avez été major au bac? Bon, merci. Nous sommes des milliers. Depuis 2003 que la Fondation Vallée s'est implantée au Bénin, elle a attribué plus de 20 000 bourses, à des élèves et étudiants de ce pays. Et si on additionne les 3 pays, France, Bénin, Vietnam, nous en sommes à 80 000. Donc. Mais il n'y a pas que des bourses. On entend parler aussi, on a écho des œuvres humanitaires de la Fondation, toujours sur le champ éducatif. On entend parler de bibliothèques, voilà. En tout cas des œuvres dédiées au savoir, bibliothèques, mais pas que. Il y a un programme dédié à l'intelligence artificielle aussi. Exactement. Donc, la Fondation Vallée, puisqu'on a constaté les bourses d'études ne sont pas accessibles pour tout le monde, puisqu'elles sont obtenues par les meilleurs élèves aux examens nationaux. En revanche, à travers le programme de bibliothèque, nous touchons le plus grand nombre. Vous n'avez pas été 50e du Bénin au BEPC cette année. Vous pouvez néanmoins aller à la bibliothèque et pouvoir vous préparer pour les échéances du baccalauréat. Et cette aide est peut-être même plus importante que la bourse, parce que quand on prend un parent d'élève qui a 5 enfants de terminale au CM2, imaginez combien il investit chaque année pour acheter l'ensemble des fournitures scolaires. Tout à fait. Et nous avons déployé avec la Fondation Vallée un réseau de 11 bibliothèques sur toute l'étendue du territoire, à Natitengu, Djougou, Parakou avec 2 implantations, à Bomé, Lokossa, Porto Novo, et les bibliothèques emblématiques de Bénin Excellence qui sont à Godomé, Calavi et à Cotonou, à la Faculté des sciences de la santé. Je profite pour signaler que la Fondation Vallée agit au Bénin à travers 2 organismes, l'ONG Bénin Excellence, qui est spécialiste des départements de l'Atlantique et du littoral, et le Conseil des activités éducatives du Bénin, qui couvre toute l'étendue du territoire par ailleurs. Que sont-ils devenus, les boursiers? Ceux qui sont partis, n'ont-ils pas été frappés par le syndrome de l'évasion des cerveaux? Bon, déjà, quand nous donnons 1000 bourses environ au Bénin chaque année, 2 sont donnés à des étudiants qui vont quitter le Bénin et tous les autres restent sur place. Donc, plus de 99% des étudiants que nous soutenons restent au Bénin. Ceux qui vont à l'étranger font nécessairement les meilleures études possibles dans les pays où ils vont. Nous ne donnons pas une bourse d'études à quelqu'un qui va avoir une profession moyenne pour juste aider sa famille. Nous ne donnons pas la bourse à des individus. Nous donnons la bourse à l'État parce que ces étudiants vont réussir des carrières brillantes, des études brillantes, et qu'ils reviennent au Bénin ou qu'ils restent à l'étranger. C'est tant mieux pour la réputation du pays. Ils vont exercer des métiers en faveur du Bénin. Du Bénin. Merci pour cette œuvre au chevet des pupilles de la nation qui amène aussi ces jeunes à travers la manière dont ils brillent à l'international dans beaucoup d'organismes internationaux et bien à faire briller aussi l'image et l'intelligentsia du Bénin. Merci pour cette œuvre. Bonne continuation à vous. Merci à vous aussi. Je voudrais rappeler très rapidement que la Fondation Vallée célèbre son 25e anniversaire et qu'à ce titre, plusieurs activités sont organisées au Bénin, au Vietnam, mais aussi en France. Et à ce titre, le mois d'octobre, en particulier le 26 octobre, c'est la célébration des 25 ans de la Fondation Vallée et tout le monde est invité. Nous y serons attentifs. Merci de rester avec nous pour la suite du journal. Je l'ai annoncé, 2026 au Bénin, c'est l'année des élections générales, une première sous l'ère du renouveau démocratique. En attendant cette échéance majeure, le dossier du jour jette un regard rétrospectif pour analyser la progression au fil des ans des processus électoraux au Bénin. Il est signé Rachida Biomamo. Pari tenu pour le Bénin. Depuis 1991, les cycles électoraux sont toujours honorés. Depuis 1991 à 2024, nous avons réussi à organiser 7 élections présidentielles avec des alternances du président Seglo en 1991
à Kérékou en 1996, puis à Boni-Yayi en 2006, enfin à Patrice Talon en 2016. Que ce soit au niveau des municipales, que des législatives, que des présidentielles, le Bénin a toujours fait l'effort d'honorer ces grands rendez-vous électoraux, excepté la période de la gouvernance du président Boni-Yayi, où les élections municipales sont restées plus ou moins en souffrance, mais qui ont été organisées par la suite. Du point de vue du taux de participation, de la transparence et de la qualité des élections, que retenir? En matière de qualité, de transparence des élections, je crois que le Bénin n'est pas le moins loti dans la sous-région. C'est vrai qu'il y a des critiques internes, il y a des insatisfactions, il y a des oppositions, mais toujours est-il que nous avons gagné de plus en plus en expertise électorale. Le Bénin a réussi à ressusciter la Commission électorale nationale autonome. Et désormais, il y a l'instance politique et puis il y a l'instance technique. Les premières élections pluralistes sont soldées par la victoire de Nicéphore Soglo avec 67% de suffrages exprimés contre le président Kérékou. Vous savez que le taux de participation à l'époque a été très très fort, plus de 70%. Cela témoigne de l'engouement des populations pour l'ère du renouveau démocratique. Mais chemin faisant, je crois qu'il y a des réformes qui ont été mises en chantier. Ces réformes ont suscité des critiques, des controverses, ont impacté plus ou moins la participation citoyenne, ce qui a fait que les élections de 2021 n'ont pas connu le même engouement que les élections de 1991. On a eu un taux de 50%. C'est peut-être lié à la désillusion politique. Pour autant, doit-on se satisfaire de cette progression des élections au fil des ans? On n'est pas encore au firmament de la proclamation des résultats. Dans d'autres pays, vous faites les élections et puis quelques heures après, vous avez les résultats. C'est vrai que nous avons diminué le temps entre la proclamation des élections et son organisation. C'est davantage d'efforts à faire pour que, après une élection, que le soir, qu'on puisse avoir les grandes tendances. Et cette marche atteindra-t-elle son pic en 2026? Donc sur le principe de 2026, ça n'inquiète personne. C'est les règles qui doivent définir le jeu qui inquiètent certains acteurs. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Dans un dialogue inclusif et fécond, les acteurs peuvent toujours trouver les passerelles pour pouvoir sortir le pays de l'impasse. Rendez-vous dans un peu plus d'1 an pour savoir si, comme en 1990, le Bénin, toujours dans l'innovation, va une fois encore étonner le monde. On croise les doigts. C'est la fin. Voici le navire hôpital chinois. Oui, il y a des éléments qui se pressent pour passer. Ce sera dans nos prochaines éditions. Merci pour votre inusable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.